Bonjour à tous, c'est Gigi et laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux films de la licence Pokémon. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaîtriez pas, et c'est pour ça que je préfère être franc en entrée de jeu, mes vidéos review n'auront pas pour but de simplement vous résumer le film. Ce n'est clairement pas mon objectif. Je pars du principe que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez le sujet de base, et peut-être ses idées, ses thématiques, voire carrément certaines de ses anecdotes. Bien sûr, cela ne m'empêchera pas cependant de revenir sur quelques-uns de ces points au cours de mes vidéos. Pour être franc, mon but est plus de rentrer dans une analyse plus ou moins complète de l'œuvre en question, en vous partageant ainsi mes différents avis, ainsi que mes connaissances en la matière. C'est également pour moi l'occasion de vous fournir quelques anecdotes, soit sur l'œuvre ou bien d'un point de vue plus personnel, tout simplement par envie de partager cela avec vous. Bref, il est enfin temps pour moi d'aborder un gros morceau de la saga d'animation qu'est Pokémon, à savoir ses films. Et évidemment, on va commencer avec le premier, sans nul doute le plus iconique de tous. Mewtwo contre Mew, ou bien Mewtwo contre-attaque, ou bien encore plus simplement Pokémon le film, le premier long métrage d'animation de la saga qui est désormais plus qu'un classique, c'est une œuvre devenue culte. Je suis sûr que même les gens qui ont vite arrêté Pokémon, que ce soit l'animé ou bien même les jeux, voire même ceux qui n'ont jamais vraiment été fans d'ailleurs, vous avez tous déjà vu ce film, et sûrement même à plusieurs reprises. Certains ont même eu la chance de pouvoir le voir au cinéma, chez nous en France, à l'époque de sa sortie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont pu en profiter, mais sachez que ce n'était malheureusement pas mon cas. Et oui, malgré le fait que cela fasse maintenant 20 ans que je suis un fan inconditionnel et absolu de l'anime de Pokémon, je n'ai malheureusement vu ce premier film iconique que bien plus tard à vrai dire. Par conséquent, j'ai pour ma part beaucoup moins ce facteur nostalgique qui rentre en compte lorsque l'on évoque ce film, comparé à certains qui, grâce à ce même facteur principalement, verront ce dernier comme un saint graal. Alors attention, je ne prétends en aucun cas qu'une fois la part de nostalgie mise de côté, ce film perde sa superbe, bien au contraire. Je vous avoue que même malgré cela, je pense sincèrement que ce film est un classique, intemporel et cultissime, même sans ce fameux facteur. Ceci étant dit, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. J'aimerais dans un premier temps aborder le personnage qu'est Mewtwo, un personnage certes emblématique, mystérieux, mais surtout plutôt complexe. Plus qu'une mascotte d'un simple film, il représente énormément de choses pour la licence. Premier Pokémon cloné, premier Pokémon légendaire parlant, une idée qui plaira tellement qu'elle sera reprise pour beaucoup d'autres films, mais surtout un Pokémon très original dans ce qu'il incarne. J'apprécie particulièrement le caractère du personnage, car au final il n'est pas foncièrement mauvais, il est surtout perdu et à vrai dire enragé par la trahison de ses créateurs à son égard. Depuis sa création, Mewtwo s'interroge, car dès le début on lui a dit qu'il n'était qu'un simple clone, qu'il n'avait rien de particulier, rien d'unique, d'original. Mais ce dernier refuse de vivre dans cette illusion d'infériorité. Il se forge donc comme objectif de prouver à tous la supériorité des siens, à savoir les clones. Et c'est pour cela qu'afin de s'assurer de ses capacités et de son rang d'être supérieur, il va s'isoler sur une île depuis laquelle il lancera un défi au meilleur dresseur, en se mettant lui-même sous la couverture du meilleur dresseur. Au passage, ce n'est pas n'importe quelle île, c'est bien son île, celle où il a été créé ainsi que celle qu'il a détruite. Mine de rien, symboliquement parlant, c'est assez fort. Car on peut l'interpréter de telle façon qu'en restant sur cette même île, Mewtwo veut prouver à ses créateurs qu'il reste le plus fort, mais surtout qu'il reste libre. Malgré leur trahison à son égard, il semble vouloir rester ici, chez lui. J'aime beaucoup toute cette mise en scène apportée par Mewtwo lui-même justement. Il est tellement confiant de sa puissance qu'il va carrément prendre ce rôle de meilleur dresseur, afin que les autres puissent venir le confronter, mais surtout qu'ils puissent le reconnaître comme étant véritablement le meilleur, comme étant supérieur aux autres. Et c'est un petit détail certes, mais j'apprécie beaucoup l'idée de la tempête qu'il a créée afin de servir d'obstacle à la détermination de ceux venus le défier. Car ça prouve bien que Mewtwo ne voulait pas affronter n'importe quel dresseur, mais bien les meilleurs. Bien évidemment, il n'est pas question ici de flatter un quelconque ego surdimensionné chez Mewtwo, mais surtout de s'imposer lui-même comme étant supérieur afin d'imposer un respect sur les siens. C'est comme ça qu'il raisonne, en tout cas au début. Et personnellement, j'aime cette façon de penser et surtout son assurance. Car il sait pertinemment à l'avance qu'aucun dresseur ne pourra lui tenir tête et encore moins le vaincre. Cependant, la détermination de Sacha, cette scène est tellement géniale bordel, couplée aux paroles de Mew, enfin plutôt les paroles interprétées par Meowth, un détail sur lequel on reviendra plus tard, aura tout de même réussi à le raisonner, à lui faire comprendre que le conflit n'est pas une solution, et encore moins chez les Pokémon. Car ce n'est pas en imposant sa supériorité de la sorte que le respect viendra. C'est d'ailleurs pour cela que Mewtwo se rendra compte, grâce à la tristesse de tous les Pokémon à l'unisson, qu'ils soient des clones ou des originaux, qu'ils sont au final bien similaires, voire même identiques, et ce malgré cette différence. Il finit alors par prendre conscience que chacun est maître de son destin, et que ce n'est pas ce que l'on est à la naissance qui importe, mais ce que l'on devient. Et c'est ainsi qu'il se consacre désormais à la protection des Pokémon, afin que ces derniers ne subissent pas le même sort que lui. Et le changement de perception chez Mewtwo est très clair, la vie est un cadeau qu'il ne faut pas gâcher inutilement. Alors peu importe d'où l'on vient, de comment nous sommes venus au monde, personne ne doit dominer ce don de la vie, que tout le monde possède au même titre. C'est un message très beau et très fort, en plus d'être transmis ici par un Pokémon et non un être humain.
Et autre chose que tout cela démontre à mon sens, c'est que Mewtwo est un personnage qui est constamment envahi par son passé. Il n'arrive pas à s'en défaire, d'où ses réflexions et ses idées jusqu'ici. C'est presque comme un traumatisme qu'il essaierait de surmonter au final. C'est un personnage qui cherchait simplement une raison d'être, un sens à sa vie, autre que celui d'être considéré comme un vulgaire clone sans importance. Bon, depuis le début je ne parle principalement que de Mewtwo, alors il est maintenant temps d'aborder le second personnage principal de ce film, je parle bien évidemment ici de Mew. Et mine de rien, sa mise en avant est relativement plutôt faible au final dans ce film. Par conséquent, on pourra en conclure qu'il n'y a pas grand chose à en dire, mais détrompez-vous. Mew est au contraire à mon sens un cas très intéressant à aborder, et cela en grande partie grâce ou à cause de la censure qu'a subi ce film. Mew est un personnage qu'on pourrait qualifier de plutôt simplet, voire enfantin. Il semble tout bonnement vouloir s'amuser de manière plutôt insouciante lorsqu'il est face à Mewtwo. Mais c'est justement là qu'intervient la censure. Dans la version occidentale, celle que nous avons eue donc, Mew est en effet caractérisé dans cette optique d'un petit enfant joueur, un peu innocent. Par exemple, lorsque Meowth traduit son discours, il évoque le fait que vouloir montrer sa supériorité de la sorte ne prouve rien, car la force véritable provient de nos cœurs. Comme c'est mignon. Cependant, dans la version originale, Mew est radicalement différent dans ses propos et il assume carrément que selon lui, seuls les Pokémon originaux comptent. Et que peu importe le combat, l'issue sera toujours la même, à savoir donc que les originaux ne perdront jamais face à de simples copies. Et mine de rien, tout cela nous donne une vision bien différente sur le personnage qu'est Mew, et surtout sur son caractère. Il n'est pas juste insouciant envers Mewtwo, non, il se moque littéralement de lui car il le trouve inférieur justement. D'ailleurs, vous remarquerez qu'au tout début de leur affrontement, Mew évite les attaques de Mewtwo, tout simplement car il ne le prend pas au sérieux. Et c'est finalement lorsqu'il se fera toucher par une de ses attaques qu'il répliquera directement après, et c'est à ce moment précis où le combat entre les deux commence véritablement. Autre point qu'il est important de souligner selon moi, c'est toute la construction et le rythme du film. Je le précise car ça ne sera malheureusement pas toujours aussi bien géré dans la plupart des films à mon sens, bien au contraire même. Certains films, pour ne pas dire la plupart, ont souvent des problèmes de rythme notamment, voire même dans leur structuration. Ou bien le film démarre trop lentement, ou à l'inverse le climax arrive bien trop vite et traîne en longueur. Fort heureusement, on n'y est pas encore, et bien évidemment, on y reviendra lors des fameux films en question. Mais il y a aussi par exemple certains problèmes de gestion, dirons-nous. J'entends par là que dans certains films, il y aura trop ou pas assez de personnages ou même de Pokémon mis en avant, créant ainsi un déséquilibre évident sur certains points. Ici par exemple, on n'a véritablement que Mewtwo qui joue le rôle de Pokémon légendaire. Mew de son côté est un peu plus portrayé comme la mascotte, ce que l'on appellera Pokémon fabuleux par la suite, en plus d'être pas mal mis en retrait pendant la quasi-totalité du film à mon sens. Mais à côté de ça, on a droit à beaucoup de Pokémon assez variés qui plus est, en incluant bien évidemment les starters et les clones également. On a donc ici droit à un bestiaire plutôt riche et bien équitable au final. Et bien sûr, l'idée de ce film est avant tout de se vendre comme une énorme propagande, comme une publicité géante envers le public ciblé. C'est donc d'autant plus logique, mais surtout efficace à vrai dire. Et avec le recul, je trouve ça vraiment impressionnant que ce film soit aussi bien géré dans sa globalité, à savoir au niveau de sa gestion, de son rythme ainsi que ses thématiques. J'insiste encore une fois là-dessus car on parle ici d'un premier film d'une licence déjà culte à son époque. Et inutile de vous préciser que c'est mine de rien rarement une réussite pour pas mal d'autres œuvres dans le même cas malheureusement. Car souvent pour certaines œuvres, et les plus populaires notamment, les films et surtout les premiers font un peu office de test et finissent ainsi souvent par obtenir un résultat plutôt mitigé, comme par exemple pour Naruto, Digimon, Yu-Gi-Oh, One Piece ou encore bien d'autres. Alors attention, je ne prétends en aucun cas que ces derniers sont mauvais. Mais généralement ce sont des films qui ne vont pas trop se mouiller, qui ne vont pas oser apporter de nouvelles choses à leur univers, ou bien tenter d'apporter un autre regard à leur licence. Ils vont ainsi plus souvent se calquer sur un schéma similaire à l'œuvre de base afin de s'assurer que cela plaira à son public. Et c'est un raisonnement plutôt légitime en soi, je ne dis pas le contraire, mais cela mène souvent à certaines lacunes, voire un manque d'idées pas toujours bien exploité, donnant ainsi un résultat plutôt banal au final, ce qui est bien dommage. Mais en ce qui concerne ce film, le tout me paraît vraiment très réussi, tout simplement. On parle tout de même ici de certains thèmes et propos assez forts, comme cette morale de fin qui évoque clairement que malgré nos différences, malgré d'où l'on vient, on n'en reste pas moins identique au final, et que ça ne mérite pas de provoquer des conflits pour si peu. Et jusque-là, l'anime, tout comme les jeux Pokémon, n'abordait que très peu ce genre de propos ou de thèmes plus sérieux, voire carrément plus sombres, comme la quête de soi-même, le fait de se chercher, d'effectuer des remises en question sur son propre rôle, sa propre existence. Des réflexions très humaines au final, mais pourtant abordées ici par un Pokémon, se plaçant à la fois en tant que protagoniste et antagoniste de sa propre histoire, en la personne de Mewtwo donc, vous l'aurez compris. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement je trouve que c'est tout de même excellent mais à la fois assez compliqué d'aborder de telles choses face à des jeunes enfants, qui étaient pourtant le public prédominant à ce moment-là. Ces mêmes enfants qui pour la plupart auront été traumatisés par la fameuse scène de la pétrification de Sacha lors de son sacrifice afin de mettre un terme au combat opposant Mew à Mewtwo. Et oui, même 20 ans après, cette scène est encore si douloureuse.
Cela dit, c'est aussi ça qui fait la grandeur de ce film à mon sens, car cela donne véritablement lieu à une seconde relecture plus tard, lorsque l'enfant que nous étions a finalement grandi pour enfin comprendre toutes les valeurs, tous les messages dégagés par ce film. Maintenant, penchons-nous un peu plus sur certaines anecdotes à propos de ce film, et commençons donc avec celle qui a inspiré le changement de dialogue de Mew interprété par Meowth comme je vous le disais plus tôt. Car cette fameuse différence en dehors du Japon est tout simplement due à une histoire de chèvre clonée. Et oui, si vous ne le saviez pas, vers la fin des années 90, soit peu avant la sortie de ce film, une certaine histoire faisait beaucoup de bruit en Amérique quant au fait qu'une chèvre avait été clonée vivante et avec succès. Il y a donc eu une grande polémique à l'époque dans le pays, et évidemment cela soulevait des questions du style « Les humains sont-ils si uniques que ça ? Ou alors est-ce qu'un beau jour nous finirons tous par être clonés ?» Évidemment, le film étant sorti peu de temps après ces événements, les Américains avaient sans doute peur que cela relance toute une polémique, et ils ont préféré opter pour une réinterprétation des propos de Mew. D'ailleurs, lors d'une interview, Ken Sugimori et Junichi Masuda eux-mêmes ont avoué avoir eu l'idée de créer un Pokémon basé sur cette même chèvre. Une idée qui aura finalement été annulée, elle aussi par peur de créer une nouvelle polémique sur le sujet. Sachez également que la fin du film avec toute cette guerre entre Pokémon ainsi que l'intervention de Sacha, tout cela ressemble étrangement à un scénario original prévu initialement pour la fin de l'anime de Pokémon et imaginé par Takeshi Shudo lui-même. Ce dernier étant connu comme étant le scénariste en chef des 3 premiers films ainsi que des premières saisons de l'anime de Pokémon, il avait entre autres révélé sur son blog qu'il avait imaginé comme scénario final à la série principale une sorte de guerre dans laquelle les Pokémon, se sentant pris pour des esclaves, se seraient rebellés contre les humains. Et à titre d'information, je n'irai pas plus loin dans les détails de cette histoire tout simplement car je veux vous garder ça pour plus tard lors d'une vidéo spécialement prévue à ce sujet. Mais sachez malgré tout que l'on reparlera à plusieurs reprises de ce fameux Takeshi Shudo lors des prochaines reviews également, alors gardez bien ce nom en mémoire. Et pour finir sur cette partie consacrée aux anecdotes, et puisque l'on évoque l'anime principal, il est important de noter que ce dernier rend ce premier film entièrement canon. En effet, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans la première saison de l'anime, on remarque 2 scènes qui se trouvent dans l'introduction du film, ce dernier étant sorti quelques semaines plus tôt à ce moment-là. La première est celle où l'on peut voir Mewtwo affronter Régis à l'arène de Jadiel dans l'épisode numéro 63. La seconde, quant à elle, c'est la fameuse scène dans laquelle Mewtwo détruit le QG de la Team Rocket et parvient à s'enfuir, que l'on peut voir dans l'épisode numéro 65. D'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant, ce même Mewtwo a récemment fait son retour dans la nouvelle saison Les Voyages à l'épisode numéro 46. Et encore une fois ici, il se consacre à la protection des Pokémon sur une île dite déserte. Et oui, il s'agit bien du même Mewtwo contrairement à celui du film 16 centré sur Genesect. Mais on reparlera de ce dernier le moment venu, ne vous inquiétez pas. Pour conclure cette vidéo, vous l'aurez compris je pense, mais ce film est à mon sens vraiment très réussi à tous les niveaux. La gestion, le rythme, la narration également, les sujets, les morales, bref, c'est un film que je trouve très complet et tout simplement excellent. Et pourtant, je dois bien vous avouer qu'il n'est malgré tout pas mon préféré de la licence. Mais rappelons tout de même que ce film est sorti à l'aube des années 2000 et qu'il était surtout destiné à une population très jeune, alors que la licence connaissait déjà un énorme succès. Et au vu de ces idées, et surtout de la façon dont ces dernières sont abordées, c'était mine de rien un pari plutôt risqué en vérité de la part de Takeshi Shudo. Vous savez, les gens ont souvent tendance à assimiler l'univers de Pokémon ainsi que ses différentes adaptations à prendre pour cible uniquement de jeunes enfants soi-disant. Et à mon sens, ce film est un exemple parmi tant d'autres du contraire. Pour moi, il s'inscrit parfaitement dans du tout public et remplit plus qu'à merveille son rôle. Ce film, aussi controversé soit-il par ses nombreuses censures évidemment, aura dans tous les cas marqué une génération tout entière et aura ancré sa place dans l'histoire de la pop culture. Et c'est justement ainsi qu'il mérite son titre du film le plus iconique de la licence, c'est tout simplement incontestable. Mais maintenant que j'ai fini de vous donner mes avis à propos de ce dernier, j'aimerais évidemment connaître les vôtres. Alors avec le recul, que pensez-vous de ce film, en long, en large et en travers? Je compte bien évidemment sur vous pour vous lâcher, l'espace commentaire est fait pour ça. Et même si vous avez des anecdotes personnelles à partager ou bien même des questions que vous souhaitez poser, n'hésitez pas non plus, dans tous les cas je me ferai une joie d'y répondre. Sur ce, j'espère sincèrement que cette première vidéo d'une nouvelle et longue série à venir vous aura plu. Pareil, là encore, n'hésitez pas à me donner vos retours quant à cette dernière. Est-ce que le concept ainsi que la formule vous plaît? En tout cas pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite, car le moment est venu. Alors ne perturbez pas l'harmonie qui règne entre le feu, la glace et la foudre.